Bonjour, vous êtes à cultiver son savoir. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, en compagnie de Claudia Pelletier, docteur en administration des affaires et professeur agrégé en système d'information au département marketing et système d'information à l'École de gestion de l'UQTR, nous déconstruisons le mythe de la pensée magique dans l'adéquation, transformation numérique et PME. De ce pas, je vous invite à rencontrer notre invité. Merci beaucoup, professeur Pelletier, d'être des nôtres aujourd'hui. On sait que vous avez un agenda plutôt chargé. Chargé serait peut-être même le terme employé aussi quant à votre formation qui se veut atypique, mais qui est aussi très bien garnie. Parlez-nous-en un peu de votre formation, de ce qui vous a amené justement au domaine où vous êtes présentement. En fait, c'est le parcours qui est surtout atypique, c'est-à-dire après une bonne dizaine d'années sur le terrain, à œuvrer dans des postes administratifs de gestion, ainsi qu'en conseil aux entreprises et aux entrepreneurs. Bien, en 2010, j'ai réalisé mon doctorat que j'ai terminé en 2015. J'étais déjà chargée de cours depuis 2006 à l'UQTR également dans le domaine du management et des systèmes d'information. Mais 2015 a vraiment marqué le coup comme mon entrée en fonction comme professeure-chercheuse. Et ce que je fais depuis avec le plus grand plaisir en mariant à la fois l'expérience passée et mes nouvelles fonctions là, qui m'amènent à investiguer, je dirais, de façon un peu plus précise et en profondeur certains objets de recherche, comme on dirait dans mon monde. Et parlant d'objets de recherche, quels sont vos centres d'intérêt dans les objets de recherche, dans la recherche en général? On parle bien sûr de la transformation numérique sous plusieurs angles, mais dans un contexte très particulier des petites et moyennes entreprises ou encore des petites et moyennes organisations, dans le sens où ces entreprises-là sont parfois oubliées, parfois mal jugées, parfois très mal connues aussi quant à leur capacité, quant aux compétences qu'on peut y trouver. On va avoir tendance à dire que parce qu'elles sont petites, elles ne sont pas intéressantes ou méritent moins d'attention. Et pourtant, effectivement, c'est ce que je tente de défaire le plus possible depuis déjà presque 10 ans d'intervention directe là, sur ce sujet-là, transformation numérique dans les PME, auprès des entrepreneurs également. Mais tout ce qui va toucher, en fait, cette transformation-là, c'est pas juste l'organisation qui est affectée, mais également tout son environnement d'affaires, les spécialistes qu'elle va s'adjoindre pour réaliser ces projets-là. On va parler des spécialistes, des consultants en technologie de l'information, en réseautique et dans différents domaines, qui évidemment ne sont pas des employés permanents de l'entreprise, mais dont elle a quand même besoin pour réaliser ce type de projet-là. Puis à travers ça, bien, on va avoir aussi d'autres acteurs qu'on va appeler les intervenants socio-économiques, qui, eux, vont être plus des accompagnateurs. Parfois des banquiers, on va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont offrir du financement, des subventions, des programmes d'accompagnement de différentes formes pour justement favoriser le virage numérique dans les entreprises. On sait que c'est un enjeu, la pandémie nous l'a bien démontré, mais c'était là bien avant. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'a priori, beaucoup de mythes à défaire. Et même si la pandémie nous a fait une belle leçon à plusieurs égards de ce côté-là, il reste que maintenant, on a encore passablement de boulot là, sur la table, effectivement. Oui, il ne faudrait pas non plus que les gens oublient les leçons que la pandémie nous a servi en même temps. C'est malheureux. Les manufacturiers, là, exact. Oui, effectivement. Malheureusement, on veut mettre ça derrière nous, ce mauvais moment-là, mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, gardons ce qui nous a bien servi et bâtissons là-dessus. Ce qui n'est pas nécessairement le cas partout en ce moment, puis un peu d'incertitude autour de tout ça, malgré la nécessité qui peut se dégager là, des applications concernant tout ce qui est application numérique en 2023. Mais je peux me mettre à la place aussi des manufacturiers en disant que quand une PME veut entrer dans l'ère numérique, il y a beaucoup de contraintes. Il y a naturellement des opportunités à saisir qui vont être formidables pour l'entreprise en tant que telle, mais je peux comprendre un peu leur crainte au départ, mais ils sont accompagnés, justement. Oui, mais il faut qu'ils soient accompagnés de la bonne personne aussi, par les bons organismes, par les bons acteurs. Beaucoup de contraintes, oui, des opportunités, certes. Les contraintes peuvent être de différents ordres.
Et je dirais, qu'est-ce qu'on en vient rapidement à constater, c'est qu'il ne suffit pas que de choisir un nouveau logiciel et de l'implanter. Non. Rapidement, on va se rendre compte que tout projet technologique à l'ère numérique va être de nature, dans le jargon de la recherche, on va dire multidimensionnel, mais voyons-le un peu comme un iceberg. Okay. La partie tangible, ce qu'on voit, le logiciel, c'est la pointe, oui. Mais on sait ce qui se passe en dessous, puis on sait que les écueils que ça peut poser, puis même les drames qui peuvent s'en suivre, si on ne tient pas compte de ce qui est en dessous de cette pointe visible-là. Exactement. Et là, qui réfère à ce moment-là à des aspects plus de gestion, des aspects organisationnels, qui parfois peuvent être bien loin de l'aspect strictement technologique. Oui, parce qu'ultimement, il faut que tout, autant au niveau de la gestion qu'au niveau des équipes de travail, il faut que tous soient partie prenante de ce changement-là, puis comprennent le changement surtout. Bien, en fait, oui, puis on va parfois, trop souvent, escamoter cet aspect-là en disant, en 2023, par exemple, on ne peut pas l'éviter, il faut l'implanter. On est d'accord, mais si on n'explique pas suffisamment aux futurs utilisateurs, aux destinataires du changement, qu'est-ce que ça va changer pour eux dans leurs tâches, dans les processus, dans leurs habitudes? Oui. L'humain est un être d'habitude. Alors, l'humain au travail va être attaché à ses façons de faire. Oui. On va dire que l'écueil principal à cet égard-là, on va beaucoup parler de résistance au changement, mais ça se gère. Et ça, c'est un autre aspect aussi duquel on ne va pas suffisamment parler quand on se lance là-dedans, souvent ébloui par les performances de l'intelligence artificielle, par exemple, de nos jours. On va être ébloui par ça, puis on va oublier peut-être que ça va bouleverser. Et on n'en parlera pas suffisamment, puis on va mettre les employés peut-être devant des faits accomplis ou des projets déjà élaborés. Les employés dans ce cas-là embarquent beaucoup moins. Exact. Bien, là, c'est là que les risques peuvent apparaître. Oui. Et donc, la transformation numérique, c'est un problème d'abord humain, aussi étrange que cela puisse paraître. De perception? Oui, c'est une perception. Puis, encore une fois, les différents acteurs, de par leur bagage, de par leurs expériences, de par la mission qu'ils ont à remplir, vont être influencés, n'auront pas nécessairement la même vision d'un même projet. L'entrepreneur, lui, veut assurer la pérennité de son entreprise, veut peut-être croître, veut accroître sa capacité, régler sa pénurie de main-d'œuvre et bien d'autres choses de ce type-là. Mais le spécialiste qui l'accompagne va voir ça de façon très spécifique par rapport au matériel, au logiciel, au réseau, au fil, à ce qui est nécessaire pour que ça s'implante. Lui ne pensera pas nécessairement à l'utilisateur. Et tandis que l'intervenant, lui, qui est là pour accompagner le projet, bien, va essayer d'avoir une vision plus large, mais avec, encore une fois, une vision qui lui est propre, en fonction de la mission et du programme qu'il va avoir à offrir. Et tout ce beau monde-là doivent se parler, le font peut-être pas suffisamment rapidement, le font quand ça se met à aller mal, plutôt surtout, que de le faire en amont. Puis là, il y a une question d'émotion dans tout ça, tu sais. Quand... Oui, beaucoup. Une question de sous aussi, qui peut devenir émotive, effectivement, à un moment donné, pour les artisans de ça. Alors oui, beaucoup d'écueils, beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas nécessairement a priori quand on n'est pas un spécialiste de la transformation numérique. Pour nous, ça s'arrête à une application ou à un système qu'on va utiliser. D'ailleurs, on ne parle pas de 5 questions à se poser, mais dans le bon ordre, là, pour réussir sa transformation numérique. Bien oui, et ça fait quelques années déjà que j'ai cette façon d'expliquer la transformation numérique en disant ceci. Aujourd'hui, et en fait, de façon fréquente, depuis toujours, en fait, depuis un certain temps, on pourra parler de statistiques un petit peu plus tard si vous le désirez, mais on va souvent commencer avec quoi? Donc, le quoi, l'outil, l'application, le concret, le visible. Alors que la première question qu'on devrait plutôt se poser, qui est bien documentée par ailleurs dans les recherches, mais qui malheureusement n'a pas encore trouvé le bon moyen peut-être de rendre ça au terrain de façon intelligible, c'est pourquoi. Alors, pourquoi vous voulez faire ce projet-là? C'est quoi la valeur qu'il y a derrière le projet? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Quel est votre objectif d'affaires derrière ce projet technologique-là? Parce qu'oublions-le pas, le projet n'est pas la fin en soi. Il est là comme support, comme... pour amener l'entreprise vers autre chose. Effectivement. Donc, si l'entreprise n'a pas réfléchi à l'objectif principal de ce qu'elle veut soutenir par
l'implantation technologique, bien, ça va devenir un projet parmi tant d'autres qui n'aura pas d'arrimage, il n'y aura pas de cohérence avec l'ensemble de ce qui se fait dans l'entreprise. Et là, les problèmes peuvent joyeusement se pointer. Alors, avant, avec quoi il y a bel et bien le pourquoi. Premier. Oui. Et le deuxième? Bien, en fait, puis là, je vais donner quelques exemples du pourquoi. Parce que ça aussi, il n'y a pas juste une seule réponse. Exact. En fait, on pourrait dire qu'il y a deux grandes catégories d'objectifs, des objectifs plus internes. Donc, par exemple, je pourrais vouloir implanter un système d'information pour améliorer l'accès à l'information, pouvoir m'aider à prendre des décisions plus rapidement, avoir accès aux données en temps réel. Évidemment, aux données de qualité. Oui. Hein? Ça, c'est un autre dossier. On s'entend, oui. Donc, l'objectif numéro 1, ça pourrait être de soutenir la prise de décision à différents égards. L'autre, évidemment, ça pourrait être d'automatiser des processus ou des tâches à faible valeur ajoutée, pour lesquelles, par exemple, on ne peut pas embaucher de personnel. Et donc, on automatise ou on cherche à faire par une machine ce qu'un humain ne veut plus ou ne peut plus faire. Oui. Il y a de ça aussi dans l'équation. Oui. Et ça peut être aussi pour soutenir... L'entreprise manufacturière, par exemple, doit développer des produits constamment, doit peut-être même agrémenter ces produits-là de certains services, les entourer, leur donner une valeur ajoutée. Donc, ça pourrait être un autre objectif, donc le développement de produits et services plus rapides, par exemple en permettant l'échange, la création, la conception en ligne de différents objets en 3D, par exemple. Donc ça, ce serait plus des objectifs internes. Ensuite de ça, on a les objectifs externes, c'est-à-dire si vous êtes dans un environnement d'affaires très, très turbulent, qu'on va dire, par exemple une pandémie, des chaînes d'approvisionnement qui sont un peu... mise à mal depuis un certain temps. Et donc, on pourrait vouloir, grâce au système d'information, se rapprocher soit de nos clients, par exemple avec des affaires électroniques, les sites web, la vente en ligne, la mobilité. Mais on pourrait vouloir faire la même chose aussi, se rapprocher de nos fournisseurs. Donc, enlever des intermédiaires dans la chaîne. Pouvoir parler directement à ces gens-là grâce aux technologies de l'information et de la communication qui sont à notre disposition. Le problème n'est pas là, il n'est pas dans l'offre. Le problème est dans la bonne utilisation ou dans l'objectif qu'on va poursuivre. Oui, effectivement. Puis, bien, ultimement, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire avantage concurrentiel. Ça veut dire rester dans le domaine. Ça veut dire croître. Pour certains, il faut faire attention. Toutes les entreprises ne sont pas nécessairement dans une logique de croissance systématique. Ça aussi, c'est un autre a priori qu'on pourrait avoir. Mais on pourrait aussi simplement vouloir être pérenniser nos activités, évidemment être profitable. Puis, le dernier objectif, c'est vraiment peut-être de fusionner. Alors, on voit des modèles d'affaires émerger depuis quand même un certain temps, puis pas juste la pandémie qui nous a révélé ça, mais bien des nouveaux modèles d'affaires qui n'auraient jamais existé n'eût été de la technologie. Les Uber, les Airbnb, Amazon. Bon, là, je nomme des gros joueurs. Vous allez dire, on est loin de la PME, vous avez raison. Mais ça ne veut pas dire que les plus petites organisations ne pourraient pas avoir elles aussi certaines de leurs activités qui sont soutenues un peu de la même façon. Qui mettent une valeur ajoutée aussi. C'est ça. Donc, toute la valeur ajoutée pourrait se trouver là aussi. Puis évidemment, dans ces pourquoi-là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est nécessaire, donc à la fois au niveau opérationnel, mais aussi au niveau stratégique. Alors, c'est ça aussi qui est important quand on répond à cette fameuse question de pourquoi je veux faire ça. Est-ce que je veux faire ça pour de la commodité, pour que ça aille mieux à l'interne? Ou je veux faire ça parce que là, j'ai des objectifs là, qui m'amènent à... Je veux me distinguer de mes pairs en même temps. Puis, tout à fait. Aussi. Donc, l'avantage concurrentiel, je veux garder ma longueur d'avance si je suis un leader ou à tout le moins ne pas la perdre si je suis dans un marché plus occupé, disons. Voilà. Fait que ça, c'est le pourquoi. Fait que déjà là, on peut voir différentes façons d'aborder la transformation numérique et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas aux entrepreneurs. On va souvent leur présenter aux étudiants entrepreneurs, mais ça peut être aussi dirigeants. Là. Évidemment, moi, dans mon monde, je suis toujours dans la PME, mais peu importe le dirigeant à qui on s'adresse, on va parfois, trop souvent, prendre pour acquis qu'on sait ce qu'il devrait faire. Alors que lui-même ne le sait pas encore. Et voilà, et voilà. Et donc, cette fameuse analyse de besoins-là, dont on parle beaucoup, mais qui, souvent escamotée, ne donne pas toujours les bons résultats,
Donc, peut nous amener dans des voies où c'était pas là nécessairement qu'on voulait aller, puis d'où le constat que finalement notre projet va devenir un échec. Puis un échec, rappelons-le, c'est pas simplement un système qui ne fonctionne pas, une application qui ne fonctionne pas, mais c'est un système qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise mal. Avec tous les coûts que ça engendre. Ou encore, on continue d'utiliser en douce les bons vieux fichiers Excel parce que... Qui nous réconfortent. Oui, qui sont très réconfortants dans le milieu manufacturier, effectivement. Mais, et là, on se dit, OK, le nouveau système, je suis moins à l'aise avec, je trouve pas qu'il fait ce que je voudrais qu'il fasse. Et là, là, les problèmes commencent vraiment. Donc, si on n'a pas décortiqué ça, ce pourquoi-là d'abord, c'est impossible après ça de répondre de façon cohérente aux autres. Et là, j'arrive à ma fameuse deuxième question. Qui sont les comment? En fait, qui est comment, puis il y a aussi où. C'est-à-dire, selon l'objectif, l'impact que j'anticipe, il va être où dans l'entreprise? Et à partir du moment où je sais de façon un petit peu plus circonscrite à quel endroit je vais faire vivre des perturbations à mon organisation, là, je peux me poser la question du comment, puis de dire, OK, comment on peut faire en sorte que ce projet-là se déroule de la manière la plus harmonieuse possible? Dire qu'il n'y aura pas de résistance, c'est un autre mythe. Oui. Par contre, ce que vous pouvez vous demander, c'est dans quelle mesure je peux atténuer sa manifestation. Et donc, comment je peux, en tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire d'entreprise ou entrepreneur, comment je peux mieux travailler à préparer et l'organisation, mais aussi les utilisateurs. Puis les utilisateurs, pas juste des employés, mais les utilisateurs gestionnaires aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui vont se pointer assez rapidement. Puis souvent, les problèmes commencent là, parce que tout ça, pourquoi, où, comment, on ne s'est pas posé ces questions-là. Non. On est tout de suite avec le « avec quoi ». Et là, le avec quoi, la réponse peut être très, très large. Puis il y a une longue liste de tendances. À tous les mois de janvier, vous regarderez la presse Affaires, M. Gaudreau, à tous les mois de janvier, février. La liste des tendances est publiée par tous les organismes qui veulent bien se positionner dans ça. Mais pour un entrepreneur, changer sa planification de projet technologique à tous les mois de janvier, je ne pense pas que c'est quelque chose pas réaliste. Non, c'est absolument pas réaliste. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher aux objectifs d'affaires d'abord. Et aider les entreprises, justement, à cheminer dans leur réflexion par rapport à ça. Les éloigner de cette pensée magique-là qu'il ne suffit que d'avoir soit le bon consultant ou le bon système, parce que, manifestement, ce n'est pas suffisant. Non. Beaucoup de mauvaises expériences peuvent être relatées par les gens que je croise de façon assez régulière dans mon... Et malheureusement, souvent, les anciennes expériences, ils les écartent, ils ne les retiennent pas, pour ne pas refaire la même erreur. Là. Ou on va avoir une crainte excessive de recommencer, ou, comme vous dites, on va l'oublier, mais en même temps, ça me fait penser à quelque chose qu'on entend souvent dans le domaine, surtout manufacturier, puis plus particulièrement dans les entreprises là, qui se font peut-être accompagner. On dit, pour leur donner confiance, on doit leur faire vivre des succès. Donc, des quick wins, on va dire. Donc, le fameux quick win. Mais moi, je dis le quick fail. Donc, la chute existe aussi, puis parfois peut-être plus formateur même que le quick win. On peut vouloir éviter la mauvaise expérience, mais on peut avoir appris aussi de la mauvaise expérience. Puis des fois, j'ai envie de dire, plus vite vous allez vous tromper et plus vite vous allez apprendre. Mais ça, c'est pas tellement gagnant comme... non, je pense que... en fait, comme message... Pas l'estime, parce que c'est... en fait, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Voilà. Alors, souvent, je me fais dire, oui, mais tu as juste à me dire, Claudia, tu connais ça, toi? Oui, oui. Qu'est-ce que je devrais implanter dans mon entreprise? Je sais pas. Qu'est-ce que tu devrais implanter? Moi, je voudrais surtout savoir pourquoi tu voudrais l'implanter. Et là, la conversation peut s'engager. Comment? Souvent, je les surprends. Oui, parfois de façon plus radicale que d'autres dans certains contextes. Mais généralement, ça fait du sens. Quand on retourne en arrière puis on regarde nos projets passés puis on se demande pourquoi certains n'ont pas réussi, c'est pas pour rien que ça fait quand même 3 décennies qu'on dit qu'il y a environ 3 projets sur 4 qui vont rester des échecs, même en 2023.
Alors, dans les années 90, c'était les projets de ce qu'on appelle les logiciels de gestion intégrée ou les fameux ERP, toujours très connus aujourd'hui dans le domaine manufacturier. Dans les années 2000, c'était les affaires électroniques. Tournant de 2010, ça a été la mobilité. Et puis là, c'est l'intelligence artificielle. Fait que la technologie change, mais les enjeux, eux, n'ont pas changé tant que ça. Oui. Et les statistiques sont là pour démontrer qu'on ne les adresse peut-être pas de la bonne façon, sans pas les adresser de la bonne façon, dans le bon ordre. En fait, j'aime dire qu'on pense aux bonnes choses, mais peut-être qu'on ne se pose pas les questions au bon moment pour y arriver. D'où le fait que j'insiste beaucoup pour dire le pourquoi avant le quoi. Alors, m'apparaît c'est tout à fait logique. Fondamental, oui. Tout à fait logique. Oui. J'aurais aimé qu'on parle, parce que vous êtes commise dans l'écriture aussi, pas mal. Il y a c'est votre plus récent livre, je pense, qui s'intitule « 6 clés pour la transformation numérique de votre entreprise à l'ère du 4.0 ». Oui. Parlez-moi, qu'est-ce que l'entrepreneur va retrouver dans ce livre? Bien, en fait, je n'ai pas réalisé ça toute seule. J'ai 2 collègues qui étaient là, dont un mentor important dans ce projet-là. Mais oui, les 6 clés de la transformation numérique, en fait, on en a fait 6 chapitres. Donc, chaque chapitre correspondant à une clé. La première étant ce qu'on appelle l'alignement, ou encore, puis qui est mon sujet de prédilection là, depuis la thèse, en fait. L'alignement, comment traduire ça? Bien, c'est la cohérence, justement. Oui. La cohérence entre le choix technologique et l'objectif d'affaires. Donc, comment c'est important, justement, de bien s'aligner de ce côté-là. Puis, faisons attention, là, s'aligner ne doit pas être vu là, dans une perspective linéaire, là, avec un début, une fin, mais bien dans une perspective de cohérence. De cohérence, c'est ça. Voilà. Ensuite de ça, on va regarder la clé numéro 2, où quelles sont les ressources humaines, matérielles, financières, bien sûr, tangibles, intangibles, que j'ai ou que je devrais me procurer par l'intermédiaire de mon écosystème. Le capital social, donc, sur lequel je peux compter pour réaliser toute cette innovation-là à l'ère numérique. Puis oui, 4.0 fait référence naturellement à tout ce qui est manufacturier, mais n'oublions pas que les entreprises manufacturières ont des partenaires de la première heure pour innover. Et là, on parle des services industriels. Oui. Services industriels à haute valeur ajoutée, qui vont développer, par exemple, des systèmes pour les manufacturiers, offrir, par exemple, de la traçabilité, comment utiliser la radiofréquence, les RFID, donc les acronymes sont légion là, dans mon monde, là, la radiofréquence, identification par radiofréquence, la RFID. Mais tout ça pour dire que les manufacturiers innovent, mais n'innovent pas seuls. Ils innovent avec un écosystème, ils innovent avec des acteurs complémentaires. Donc, quand je parle de capital social pour l'innovation, faut en tenir compte, là, c'est clair. C'est ça, puis ça, c'est la 3e clé. Oui. La 4e clé, bien, c'est évidemment nos ressources humaines. Nos ressources humaines, justement, qui sont à la fois des destinataires, mais parfois des artisans du projet lui-même. Et finalement, la 5e et la 6e clé qui ont été traitées par un autre collègue, mais qui traitent d'intelligence d'affaires. Donc, comment mieux utiliser mes données pour justement prendre des meilleures décisions, accélérer le développement de nouveaux produits, de nouveaux services et de l'entreprise. Comment m'adapter aux nouveaux besoins de mes clients. Si je ne le sais pas, puis si je n'analyse pas leur comportement par rapport à mes produits ou mes services, je ne peux pas m'améliorer. Donc, le fameux Big Data, dont on a aussi entendu parler, bien ça, en amont de ça, c'est la gestion des données. Et les données sont légion, sont générées de toutes sortes de façons. Oui. Ce n'est pas les données qui manquent, mais les bonnes données. Comment les trouver dans cet amoncellement incroyable donc lesquels vont être utiles et lesquels ne le seront pas. Donc, tout le bruit qui s'installe autour de ça. La 6e clé, bien, c'est bien sûr la cybersécurité, à laquelle on ne peut plus éviter, là, assurément. Donc, 6 clés, puis vous remarquerez les thèmes, rien qui réfère directement à la pointe visible de l'iceberg qui va dire quel système acheter ou implanter, mais bien quels sont les éléments auxquels vous devez penser. Fait que oui, je suis très, très fière de ce dernier projet-là. Avec raison aussi. Le livre est aussi écrit destiné à des praticiens.
Donc, dans un langage qu'on veut vulgariser, qui est bien sûr appuyé sur la recherche, les données probantes, mais qui est surtout rédigé dans un langage, on l'espère, le plus compréhensible possible. Il nous reste à peine quelques minutes, mais j'aurais aimé qu'on parle également du livre où vous êtes commis. C'est une association entre des gens qui ont rédigé de la France et du Québec. Dans le livre La face cachée de l'entrepreneuriat, chapitre 11 en particulier, parce que, et ça, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Bien, en fait, les faces cachées de l'entrepreneuriat, c'est un collectif. On appelle ça un collectif où différentes équipes de chercheurs vont rédiger un chapitre. Donc, encore une fois, c'était destiné à des praticiens. Je suis quand même fière de dire que l'équipe du chapitre 11 est la seule qui provenait du Québec, alors que tous les autres, ça a été édité en France. Et ce à quoi on s'est attardé avec mon collègue dans ça, c'était les tensions, mais plus au niveau de l'entrepreneur lui-même. Les dilemmes qu'il peut vivre justement face à ses choix technologiques, parce que il ne faut pas se le cacher, l'entrepreneur est d'abord avant tout un spécialiste de son entreprise, il n'est pas nécessairement un spécialiste de l'information, des technologies de l'information ou des systèmes d'information. Et pour ce faire, il va donc faire appel à d'autres. Mais si lui-même a des difficultés à comprendre ce que c'est, qu'est-ce que ça peut faire pour son entreprise, qu'est-ce qui l'attend, bien, il peut agir lui-même soit comme un catalyseur ou comme émettre l'inverse, une barrière. Exact. Donc, le dirigeant est en amont du projet parce que tout va partir de lui, particulièrement dans la PME. Ça, les écrits scientifiques sont très clairs. L'effet catalyseur ou non de l'entrepreneur. Il faut donc qu'il comprenne bien la place qu'il a. Puis là, je vois les secondes défiler. Puis, mon Dieu, qu'on aurait pu parler encore longtemps, mais je vais peut-être devoir mettre un terme à notre conversation. Ceci étant dit, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant. Puis on se souhaite une prochaine rencontre également. Ça me fera plaisir, M. Gaudreault. Merci. Alors, merci également à l'IQTR, campus de Drummondville, pour son étroite collaboration dans le cadre de notre émission. Mesdames, Messieurs, merci pour votre écoute. L'émission Cultiver son savoir vous revient la semaine prochaine. Bonne semaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.